On s'est levé tous les matins, enfin comme un matin normal. On a déjeuné, il était fatigué. Il y a eu la visite d'un ami agriculteur qui n'a pas duré très longtemps. Pour moi, tout allait bien, en fait. Il était certes fatigué, mais tout allait bien. C'était un jour comme les autres, passé à travailler, voilà. On a travaillé tous les trois avec son petit frère. Tout se passait bien. Et à l'heure du midi, on s'est assis sur un banc, on a ri. Il m'a embrassée, je l'ai perdu de vue juste 5 minutes. Et là, j'ai commencé à dire à son frère que ça m'inquiétait parce que je ne le trouvais pas. Donc, on s'est mis à le chercher, à l'appeler sur son téléphone. Et ça ne répondait pas. Et au bout de 5 minutes, on a entendu son téléphone sonner dans un de nos bâtiments. Et quand son frère il a monté les marches, il a crié. J'ai compris que ma vie, elle avait basculé dans l'enfer. Vous l'avez retrouvé pendu dans le grenier? Oui. Il y a eu des signes, puisqu'il avait déjà fait une première tentative de suicide un an avant. Mais est-ce qu'il y avait eu d'autres signes depuis quelques jours, quelques temps ou pas du tout? Pas de signes qui me montraient que ce 27 octobre, j'allais le perdre définitivement. Il était certes très fatigué et après il y avait beaucoup de charges de travail parce que nous, on n'était pas automatisés et on faisait tout à la main. Il y avait des charges administratives aussi qui n'étaient pas simples du tout à gérer. Mais non, jamais j'aurais cru qu'en me levant ce jour-là, à 13h, on allait le retrouver pendu et que le SAMU allait m'annoncer à 15h qu'il ne pouvait plus rien faire. Le 28 février 2016, il avait essayé de se pendre à une poutre dans votre moulin. Qu'est-ce qu'il vous disait quand il a essayé de se pendre la première fois? Vous avez certainement essayé de dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Quelles étaient les raisons de son mal-être? La première fois que je l'ai découvert pendu, le 28 février 2016, tout de suite, je l'ai décroché parce qu'on ne peut pas laisser son mari pendu comme ça. Il m'a demandé pourquoi j'avais fait ça, pourquoi je l'avais décroché. Donc je lui ai tout simplement expliqué que je l'aimais et que c'était pas possible de le laisser accroché de cette manière-là. Mais après, c'était un déni total. Il s'en souvenait. Limite, il avait occulté ça de sa tête. Il s'en souvenait pas en fait qu'il s'était pendu, puisque quand on a été chez le médecin, pas autre chose, mais quand on a été chez le médecin, il s'est même pas, lui-même n'a pas dit je me suis pendu. La veille, c'est moi qui ai dit au médecin, il s'est pendu, je l'ai retrouvé pendu. Donc on est parti dans une dépression sévère, où il a fallu être là, présente tout le temps, au quotidien, du matin au soir, même la nuit, parce que c'est des angoisses. Hein. Ah, bien sûr. Que ça soit la journée ou la nuit, c'est des angoisses. Mais je pensais que c'était derrière nous, vraiment. La dépression, non, parce qu'au fond, on n'en guérit jamais. Mais vous pensiez qu'il était mais en que train cet de remonter. acte-là, jamais il l'aurait fait. Jimmy Mohamed, vous vouliez réagir? Oui, parce que le problème, quand on va voir le médecin, malheureusement, le médecin, il n'a pas 10 000 choses à proposer. C'est un arrêt maladie, mais les agriculteurs ne peuvent pas s'arrêter parce que s'ils s'arrêtent, c'est toute la production qui s'arrête. Et 2, des anxiolytiques ou des antidépresseurs dont les traitements sont souvent incompatibles avec la conduite d'engin. Donc il faudrait qu'on fasse quelque chose. Alors c'est sûr qu'il faut toujours mieux les rémunérer. Mais il faudrait aussi peut-être qu'on leur propose, lorsqu'on les arrête, de les payer dès le premier jour d'arrêt maladie pour qu'ils se disent « Ok, je me mets en sécurité ». Je vais avoir une rente qui me permet de payer mes charges et de subvenir aux besoins de ma famille, parce que l'agriculteur, il cherche globalement pas à aller aux Bahamas, il veut juste payer ses charges et nourrir sa famille dignement. Et deuxième chose, c'est s'il s'arrête, qu'on puisse le remplacer et que lorsqu'on le remplace, qu'il soit payé dignement. Et peut-être que là, on aurait des agriculteurs qui vont un peu plus se soigner et du coup, malheureusement, peut-être un peu moins se suicider parce qu'ils vont être en sécurité, se dire « j'ai plus de charges de travail, je n'ai plus de problème d'argent sur le court et moyen terme ». Donc je pense que ça va nous coûter de l'argent. Parce qu'effectivement, ça coûtera de l'argent. Mais je pense que pour ceux qui nourrissent nos enfants, on peut le faire. On peut faire cet effort supplémentaire de supprimer le délai de carence et de les payer à hauteur de leur charge. Mais Jimmy, au-delà du délai de carence et de la maladie, quand ils vont bien au niveau de la santé, 450 € par mois. Ouais. Oui, c'est le salaire. Beaucoup moins. 30% sur beaucoup 350. Vous vous rendez compte? Non, mais vous vous rendez Nous, compte? on se prenait 300 € par mois pour 2 personnes. Hein. On est en train de parler d'un cas. Pour 2 personnes. 30% des agriculteurs sont à 350. 350. Donc imaginez, et là on ne parle pas d'un agriculteur malade ou qui va mal, on parle d'un agriculteur qui se lève tous les matins, qui bosse, qui ne compte pas ses heures. 350, c'est indigne au XXIe siècle. C'est indigne. Mais c'est ça qui va pas, c'est qu'on travaille du lundi au dimanche pour tous vous nourrir. Et on n'est même pas payé. C'est ça. Le problème de fond, il est là. Et on n'est pas payé. C'est incroyable. Je vous dis, il y a une grosse urgence
vraiment dans l'agriculture et au niveau des agriculteurs. Alors, on en parle, voilà, on en vient en parler, c'est que les problèmes auxquels vous faisiez face, c'est que dès la première année, vous avez eu des problèmes financiers. Vous n'avez sorti que 265 porcs. Vous viviez avec 300 € par mois à deux. Vos journées, c'était 100% d'exploitation. Donc, vous n'êtes jamais parti en vacances? Jamais. Son rêve, c'était de partir à La Réunion, mais malheureusement, ça s'est pas fait. Jamais en vacances. Voyage de noces, jamais? Jamais. 70 heures par semaine? Oui, minimum. Vous avez eu aussi une invasion de rats? Oui, on a eu une invasion de rats fin 2016. C'est ça qui a aussi mis en péril notre exploitation, parce qu'au début, on voit 3 souris, 2 rats, enfin comme dans toute exploitation française, ça ne veut pas dire que c'est sale, c'est la nature. Sauf que l'urine des rats a empoisonné notre élevage au niveau des truies. Donc, ils sont devenus stériles. Voilà. On avait beau les inséminer, elles ne prenaient pas. Donc sur 18 truies pleines, on n'avait qu'une truie pleine. Et ça c'est une partie. Il y a eu les dettes qui se sont accumulées? Il y a eu les dettes qui se sont accumulées et après, la crise du porc est arrivée. Donc, on perdait 80 000 € en un an sur un élevage de 50 truies. Imaginez ceux qui avaient 3 fois notre élevage, ça devait être énorme. Et le prix du porc qui est à 1 € du kilo. 1 € du kilo. Donc, c'est ça aussi, c'est les gens, ils se disent... Ah, mais nous, on l'achète 8 €, 10 €, ou j'ai déjà vu des morceaux à 19 € du kilo. Ah, mais il est riche, l'éleveur, pourquoi il se plaint, pourquoi ils vont manifester, pourquoi ils salissent les routes, ou pourquoi ceci et d'autres causes. Mais nous, non, on n'a que 1 € dans notre poche et on nous dit, débrouillez-vous avec ça. Bien sûr. Alors, vous dites, c'est le système qui a tué mon mari, les banques, les organismes, le manque d'accompagnement des agriculteurs. On les tue tous les jours, c'est de la non-assistance à personne en danger. Et c'est vrai que vous l'avez dit, cette phrase, on nourrit la France entière, mais personne ne nous aide. Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Camille quand elle dit c'est le système qui a tué mon mari? Parce que c'est vrai qu'il y a une urgence incroyable au niveau de l'agriculture, au niveau des agriculteurs, et on a l'impression que ça n'avance pas et que là, l'urgence vous parliez de justice sociale souvent dans ce pays. Moi, je pense que depuis des années, des décennies, le monde agricole est un monde totalement oublié. Et vous rappeliez, et à mon avis, il faut le rappeler sans cesse, c'est que l'agriculture, c'est une grande tradition française au travers de l'histoire. L'agriculture, elle est essentielle à notre vie de tous les jours. Et moi, je m'associe vraiment alors pleinement à ce que disaient Karim et Jimmy, c'est-à-dire que je connaissais le niveau de salaire moyen, je l'avais lu, mais je ne peux pas imaginer qu'en France, aujourd'hui, avec le mal que vous donnez à travailler, le nombre d'heures que vous travaillez, vous gagnez aussi peu. Je trouve que c'est un scandale absolu. Et je pense que la puissance publique devrait s'emparer de ce sujet. Ça doit être vraiment, ça doit être pour moi. C'est une priorité. Une priorité. Il y a une loi qui a été adoptée il y a une loi, qui a demandé, et tenez-vous bien, aux supermarchés d'augmenter les tarifs sur certains produits type Nutella, Coca, etc. en disant, et vous voudrez bien, s'il vous plaît, les sous que vous gagnez en plus, les rebasculer sur les agriculteurs. Mais c'est faux, c'est totalement faux. Ils n'ont rien vu venir. Mais c'est totalement faux. Comme les supermarchés. Camille, l'année dernière. Camille, s'il vous plaît. Allez-y, laissez parler Camille. Oui. Mais les supermarchés qui disent on augmente le prix de la viande pour se prendre moins de marge et donner aux agriculteurs, mais c'est totalement faux. On n'a jamais vu un centime. Ils n'ont pas vu la couleur d'un centime. On n'a jamais vu un centime. On parlait de tabou tout à l'heure, mais c'est exactement ça. Et c'est le gros problème, parce qu'aujourd'hui, on en parle parce que Camille a eu le courage d'écrire son livre et a le courage aujourd'hui d'en parler. On en parle, oui, au moment du salon de l'agriculture. On en parle pendant les campagnes électorales. On en parle quand, effectivement, on connaît où il y a un décès plus visible que les autres. Le chiffre de 1 agriculteur par jour, ce qu'on disait tout à l'heure avec Camille, c'est encore loin de la réalité. Parce qu'un agriculteur qui ne meurt pas sur son exploitation, il n'est même pas considéré comme suicidaire agriculteur. Et moi, je suis très touchée parce que, à la fois, au-delà de la souffrance de Camille, ce soir, elle mène un combat pour les autres. Et c'est grâce à ça qu'on va, j'espère, enfin ouvrir les yeux. Parce que la réalité, c'est que le problème est tellement profond, à la fois des charges, des contrôles, des difficultés avec la banque, qu'il faudrait carrément un plan
globale, avec un investissement complet, et là, il n'y a pas de lutte politique de droite ou de gauche, pour changer la chose. Parce que l'agriculture, c'est le poumon de la France. Bien sûr. Et si on ne fait rien aujourd'hui, c'est un état d'urgence qu'il faut décréter pour l'agriculture. Je pense qu'il faut le décréter. Si on ne fait rien aujourd'hui, c'est que dans quelques mois, quelques années, on n'aura plus d'agriculteurs et ce ne sera plus la France telle qu'on la connaît. Les distributeurs, les grandes enseignes. Il y a tout. Mais d'abord, il faut aussi prendre l'oseille là où elle est. Les charges, oui, mais dans cet état d'urgence, Raquel, il faut faire, voilà, faut créer des lois qui puissent, voilà, aller chercher dans les grosses enseignes. Oui, mais là où je suis pas d'accord avec Laurence, c'est quand elle oui. présente ça sur un chantier qui est presque insurmontable. Non, il est lié à la volonté politique. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Si je peux m'exprimer, il est lié à la volonté politique. Moi, je donnerai 4 exemples, très vite, qu'on pourrait prendre demain. On dit les circuits courts. Les circuits courts, ça veut dire qu'il faut donner la possibilité aux collectivités, malgré les appels d'offres, donc de faire le choix de l'agriculteur le plus proche. Absolument. Donc pour nourrir les enfants dans les cantines et autres. Or, aujourd'hui, on te dit il faut aller par les appels d'offres, et l'appel d'offres, c'est le moins 10 ans. Donc on est capable aujourd'hui d'aller chercher de la marchandise, des fruits, des légumes et autres, qui sont à l'étranger, qui ne sont pas produits par nos agriculteurs. Donc ça, c'est le premier point. Favoriser les circuits courts. C'est bon pour l'écologie, c'est bon pour le pouvoir d'achat des agriculteurs. La PAC, vous savez ce que c'est la PAC ? C'est la politique agricole commune. C'est des fonds européens. C'est 9 milliards. Tout à fait. C'est 9 milliards chaque année qui sont distribués aux agriculteurs. Vous savez où va la PAC ? 80% de la PAC va à 20% des agriculteurs. Ça veut dire qu'il y a 80% des agriculteurs qui ne touchent pas la PAC. Cette répartition, demain, on le décide politiquement, elle n'est plus la même. Troisième point, les normes. Les normes qu'on impose à nos agriculteurs. Pourquoi on ne les impose pas aux produits qu'on fait rentrer chez nous ? Ça veut dire que nos agriculteurs, on leur demande d'être vertueux, de gagner 350 € par mois, mais les agriculteurs autres, à l'étranger, qui font rentrer les produits pesticidés, de la viande qui est javellisée, aux hormones, là tout va bien. Les autres, ils n'ont pas de normes. Donc à un moment donné, si on veut sauver nos agriculteurs, on prend quelques décisions politiques immédiatement, on les protège. Et le dernier point, c'est ce que disait Raquel, les marges des grandes surfaces. C'est pas les prix qu'il faut qu'elles augmentent pour nous consommateurs. C'est leur marge qui doit diminuer. À prix égal, il faut que vous gagnez plus. C'est ça, il faut gagner plus. Agathe et... À l'époque des Gilets jaunes, quand le combat battait son plein, on avait reçu sur ce plateau des agriculteurs. Olivier notamment. Olivier notamment, qui nous parlait et qui témoignait de vos conditions de travail scandaleuses, indignes. Il avait des revendications claires, il avait des revendications réalisables. Et il parlait notamment de la reconnaissance de votre travail comme un travail dit pénible. La pénibilité du travail d'agriculteur qui vous fait travailler sans relâche dans des conditions parfois extrêmement dures, dehors, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, partout. Vous devez continuer à travailler pour que votre exploitation subsiste et pour que votre famille subsiste. Parce que quand, en France, on donne à vous et votre mari 300 € par mois, on leur dit en gros, vous ne comptez pas. On ne vous considère pas, vous n'avez pas d'importance. Votre travail n'a pas d'importance. Et ce sentiment de rejet et d'exclusion provoque effectivement ce mal-être chez nombre d'entre vous. Et c'est intolérable qu'on ne fasse pas des choses contre ça. Éric Nolot. Et aussi, sans doute, une responsabilité médiatique, parce que les paysans sont des gens qui meurent loin des villes, loin des médias, loin des regards. Il y avait une série de Raymond Depardon sur les paysans. C'est parfois une solitude extraordinaire, presque impossible à concevoir. Et il faut qu'il y ait plus d'émissions comme la nôtre qui mettent ça sur le tapis, que ça ne soit pas une fois de temps en temps, chaque fois qu'il y a un drame. Mais voilà, on a une responsabilité politique, économique et médiatique. Là où Éric a raison, moi j'ai dit non. Il n'y a pas un tabou, mais en réalité... ça devient banal. C'est ça qui est grave. C'est ça, c'est que le suicide des agriculteurs est banalisé dans la société. Il y a une très très grosse surveillance. Pas le droit. Camille, j'aimerais me tourner vers vous. Quel message vous avez envie de faire passer aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Parce que vous, maintenant, vous avez quitté l'exploitation. C'est votre beau-frère qui a repris l'exploitation. Il a arrêté l'exploitation. Il a abandonné les vaches des porcs. Vous, aujourd'hui, vous vous occupez d'enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les agriculteurs ? Et qu'est-ce que vous avez envie de dire au gouvernement après le drame qui vous est arrivé? Alors sur l'exploitation, on est 2. D'accord. Je m'installe l'année prochaine. D'accord. Et vous continuez malgré ça, parce que c'est une question que souvent on se pose. Elle continue, c'est ce qu'elle vient de dire. par mois, qu'est-ce qui pousse les agriculteurs, hormis la passion? Parce qu'aucun, je pense, on prend n'importe quelle profession, 400 € par mois, on arrête tous. On se reconvertit, on fait autre chose. Qu'est-ce qui vous pousse, malgré tout ce qui s'est passé et les conditions, de continuer de travailler? Alors c'est facile de dire on arrête tous à 400 € par mois quand ça vient
de son grand-père, de son père, c'est juste impossible à arrêter. Il y a un héritage, il y en a, c'est 3 générations. Mais vous vous rendez compte le poids de se dire, mon grand-père, il a réussi. Mon père, certes, il est décédé à 46 ans, mais il réussissait. Et moi, j'y arrive pas. Moi, j'arrive pas, malgré que je nourris la France entière, on n'arrive pas à vivre de son métier. Donc, il y a un poids. Il y a un poids. Moi, je continue parce que c'est son héritage, c'est mon héritage. J'ai mon beau-frère aussi qui est avec moi. Vous vous rendez compte, il n'a plus son père, il n'a plus son frère. Aujourd'hui, s'il n'a pas sa compagne et s'il ne m'a pas, au fond, il a qui? C'est son héritage aussi. Moi, aujourd'hui, je me suis battue en justice pour continuer l'exploitation. Donc oui, je ne fais plus l'élevage des porcs, mais je continue d'exploiter les terres. Et parce qu'il ne faut pas lâcher. Et c'est ça aussi. Lui, il a lâché parce qu'il était trop fatigué. Il me le disait, j'ai mal dans ma tête. Mais par contre, moi, je suis encore forte. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que moi, on ne peut plus m'aider, il est trop tard. Moi, voilà, j'ai enterré mon mari, j'avais 24 ans. J'étais à 2 mois de mes 25 ans. Je vais avoir 27 ans au mois de décembre. Ça va faire 2 ans. Il est trop tard, mais il n'est pas trop tard pour les autres. Il faut qu'on arrête ça. Il faut vraiment qu'on arrête ça. Mais vraiment. Merci Camille. Camille Borin et Antoine Gourdé, tu m'as laissé en vie. Très très beau témoignage. Merci Camille d'avoir été avec nous ce soir.